Très bref, juste d'abord pour vous saluer tous et vous souhaiter la bienvenue. Vous remercier d'assister, pour certains sans doute, à la deuxième séance de cette commission sur le Covid, l'après-Covid plutôt, dans le digital. Et je crois que c'est un sujet très important. Nous vivons tous dans cette nouvelle situation. Et la preuve, nous en sommes maintenant l'exemple même, puisque nous sommes répartis autour du monde pour tenir cette conférence en numérique. Et donc, c'est très important de voir comment vous avez les uns et les autres vécu cette période et comment vous voyez l'avenir. Et j'ajoute que l'actualité nous prouve encore qu'il y a un petit sujet annexe qui n'est pas du tout petit, qui vient se greffer là-dessus, c'est celui de la sécurité numérique et de la cybersécurité, qui devient un sujet assez prégnant, je trouve. Vous avez vu qu'il y a 2 jours encore, je ne sais plus quelle est l'institution qui a dû fermer et arrêter ses activités pendant 2-3 jours, une grande institution parce qu'elle avait été l'objet de piratage, sans parler des demandes de rançon, etc. Donc, c'est un sujet que je trouve assez préoccupant. Et donc, si vous avez à cette occasion-là quelques lumières ou quelques visions, ça nous intéressera sûrement beaucoup. Voilà, j'en dis pas plus pour pas trop mordre sur le temps que Jean-Michel suit toujours avec une grande rigueur. Donc, Jean-Michel, je te passe la parole, sauf si Sandrine veut dire un mot avant. Et donc, très bonne réunion. Moi, je dis bonjour à tous et puis je vous propose, si vous avez des questions, d'utiliser le petit onglet en bas Q&R avec les 2 petites bulles pour les poser aux intervenants et on y répondra après chaque petite séquence. Voilà, merci beaucoup Étienne, merci beaucoup Sandrine. Effectivement, c'est la 2e séance après celle de la semaine dernière que nous consacrons au sujet, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes et on voit que c'est un vrai sujet. Ce que je vous propose, et on va essayer effectivement de tenir l'horaire, c'est l'engagement qu'on prend, on commence à l'heure, allez, on a 2 minutes à chaque fois de démarrage et on termine à l'heure, c'est d'une part 3/4 d'heure, 50 minutes avec nos 4 intervenants, afin de répondre à un certain nombre de questions et de sujets. On a préparé ensemble un petit fil rouge autour de ce sujet de la réponse digitale au Covid. Et puis, effectivement, comme l'a dit Sandrine, on répondra à vos questions. On ne vous fera pas monter on stage, comme on dit, mais n'hésitez pas à poser. Vous êtes une quinzaine de participants pour l'instant à poser vos questions de manière écrite. C'est l'intérêt de Zoom. Et juste pour finir l'introduction, je présente les excuses de Patrice Fondayosa, qui devait être avec nous, mais qui a un petit empêchement. Il sera peut-être connecté dans l'assistance, mais il ne pourra pas se joindre sur la scène, si j'ose dire. Je vous propose de commencer d'abord par un petit tour de table. Et que je laisse chacun se présenter. On va être galant. Emmanuel en premier. Alors, il faut enlever le son. Ça, c'est la fameuse. C'est la fameuse. C'est le gag, tout le monde l'a fait. Le gag, ça faisait déjà 1 an, mais on continue. Pardon. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je monte du CIAN depuis très longtemps maintenant. Mon métier, donc je m'appelle Emmanuel Hervé, je dirige et j'ai fondé un cabinet de gestion de crise et de communication de crise. Je suis ingénieure de formation et j'ai passé ma première partie de carrière, une quinzaine d'années entre le Moyen-Orient, l'Afrique et les États-Unis pour le groupe de chimie américain DuPont de Nemours. Et je suis rentrée en France en 2005 et depuis, j'exerce le métier de la gestion de crise et je l'exerce pas mal avec le continent africain. Et du coup, cette crise du Covid a effectivement permis de développer, enfin j'ai vu des développements d'innovation, etc. chez mes clients, mais même nous, au sein du cabinet, il y a vraiment eu un frog leap, donc c'est très intéressant de partager ça avec vous aujourd'hui. Merci Emmanuel. Alors Emmanuel, Sandrine, Étienne et moi, nous sommes en région parisienne, mais maintenant on va en Afrique avec nos autres intervenants. C'est ça la magie aussi du digital. Et je vais commencer par Paul. Merci Jean-Michel. Bonjour à tous d'abord. Donc moi je suis à Abidjan et depuis 1 an et demi je dirige Takafa Éducation, qui est une plateforme d'investissement dans l'enseignement supérieur et qui détient 2 actifs actuellement, l'Institut africain de management à Dakar et à Bamako. Précédemment, je travaillais pour le groupe Eranov sur le centre des métiers d'électricité. Et avant, donc on se voyait beaucoup plus à Paris avec Étienne et toute l'équipe, puisque j'étais en même temps président de la commission éducation-formation du CIAN. Et j'accompagne aussi, donc à Abidjan, le programme RH Excellence que vous connaissez bien. Voilà, pour faire rapidement. Et précédemment, j'ai dirigé 2 IE et construit 2 IE à Ouagadougou, donc de 2004 à 2013. Donc avec une carrière mixte d'ingénieur d'un côté, puis ensuite dans le monde
de l'enseignement supérieur, à la fois en ingénierie et aujourd'hui en management. Merci, Paul. Maintenant, on va aller un peu plus au nord. Casablanca pour Charles. Merci Jean-Michel, bonjour à tous. Je suis Charles Pomarez, je suis installé à Casablanca. Et en fait, je dirige Cooptalis, le groupe Cooptalis en Afrique. Alors, juste en quelques mots, Cooptalis, notre tagline, c'est le talent n'a pas de frontières. Et notre objectif, donc on propose des services dans le domaine des ressources humaines. Notre objectif est d'abattre les frontières physiques pour rapprocher les talents des entreprises, donc, au travers de solutions de recrutement, de véhicules juridiques pour faire travailler les salariés, de gestion de mobilité, donc on va en parler, je pense, notamment expatriation, mobilité internationale. Donc, on a été impacté fortement par les changements. Et voilà, et je vous remercie pour l'invitation à cette table ronde. On aura l'occasion d'en reparler, mais nous avons été impactés sur nos opérations, mais également ça nous a permis d'accélérer la transformation de nos services aux clients. Donc, je suis ravi de pouvoir intervenir là-dessus. Merci beaucoup. Et on redescend un peu plus au sud avec Pierre à Brazzaville. Oui, bonjour, depuis Brazzaville. Je ne suis pas certain que vous m'entendiez bien parce que la connexion est excellente, mais ça va s'améliorer petit à petit. Si, ça marche, parfait. Impeccable. Très bien. Écoutez, bienvenue chez GVA Congo. Donc moi, je suis Pierre Roy-Contensin, je suis le secrétaire général de Groupe Vivendi Africa. Et Groupe Vivendi Africa, c'est une nouvelle activité du groupe Vivendi qui est d'être 100% FTTH opérateur en Afrique. Aujourd'hui, on a déployé des réseaux de fibre optique à domicile dans 5 métropoles africaines et le projet est de continuer de couvrir l'ensemble des métropoles subsahariennes. Et on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est un grand succès commercial et une vraie attente de la population et des entreprises locales pour le développement économique. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose de commencer pour entrer directement dans le vif du sujet, essayer de voir quels ont été concrètement, et je vous donnerai des exemples concrets, l'impact pour vous du Covid et notamment en quoi le numérique vous a aidé dans vos activités à passer la crise et la situation depuis un an, et elle continue encore. La semaine dernière, un des intervenants avait dit que finalement le Chief Digital Officer de l'année 2020, c'était Monsieur Covid-19, je pense une bonne image. Donc, je voulais savoir, vous, quelle était votre réalité alors, dans votre business, pour vos clients, je pense Emmanuel, ce qu'elle a pu voir aussi, et concrètement, en quoi le numérique vous a aidé cette année. Je vais peut-être commencer par Paul, parce que je pense qu'un des secteurs qui a été le plus impacté, c'est l'éducation. J'animais un webinaire en septembre dernier, donc on était 4-5 mois après le début de la crise. Alors, c'était en France, c'était pas sur l'Afrique, et je crois que c'était le dean des arts et métiers qui nous disait, c'est simple, en décembre 2019, j'ai fini mon plan digital 2025, et en septembre 2020, mon plan digital des arts et métiers 2025 était réalisé. Donc, en 6 mois, j'avais fait 5 ans. Preuve qu'effectivement, le secteur de l'éducation supérieure, notamment, a été très impacté. Paul, est-ce que c'est aussi un vécu côté Côte d'Ivoire? Oui, pas côté Côte d'Ivoire. Enfin, côté Côte d'Ivoire, oui, puisque peut-être en historique, on a pris le contrôle de IAM en septembre 2019. Et donc, j'ai dû même prendre la direction générale de la filiale à Dakar début janvier. Et donc, avec premier élément justement un peu ça, donc, qui est de dire, il y avait du retard et il faut passer au e-learning, etc., essayer d'accélérer cette transformation. Enfin, et puis, donc, je faisais des allers-retours entre Dakar et Abidjan. Et le 15 mars, tout a explosé, évidemment, puisque d'un seul coup, non seulement, alors on était d'autant plus impacté que mon président de conseil d'administration a été, je crois, le premier infecté du Covid du Sénégal. Et donc, du coup, ça a été avec les conséquences à gérer avec les étudiants, les professeurs. Et je me suis retrouvé, moi, je dirais fort heureusement sur le plan familial, mais à Abidjan, donc, puisque je faisais des allers-retours. Et donc, d'un seul coup, je n'avais plus de contact, sinon le numérique. Et il a fallu commencer à apprendre et les équipes à travailler, à piloter donc pendant jusqu'en octobre d'ailleurs, donc de piloter la filiale depuis Abidjan avec une filiale que je connaissais moi, dans laquelle j'avais passé 4 bonnes semaines à peu près, 4 ou 5 semaines. Et donc c'était purement une prise de contact. Et donc ça a été effectivement extrêmement difficile. Et puis ensuite, l'autre élément difficile, c'est que d'un seul coup, on n'avait plus non plus de carburant, plus d'étudiants. Donc, il a fallu
donc débrouillé. Ça a pris un mois et demi, le temps qu'on arrive à digérer les tests, les éléments liés à cet impact de Covid vécu dans le réel, là, pas seulement donc avec quelques collaborateurs qui ont été positifs, etc. Pas d'étudiants, heureusement. Et puis ensuite, on a bricolé. Donc, il y avait quelques pratiques du e-learning avant sur le côté MBA, mais sur des formats visio, etc. Et en fait, très peu. Donc, on a développé avec Teams. Donc, les informaticiens ont bricolé. Et on est arrivé à maintenir, alors tant à Bamako d'ailleurs qu'à Dakar, un contact avec les étudiants, mais sans qu'on ait effectivement les fonctions support derrière. Voilà. Donc, ça a permis… je dirais un plan B, on peut dire. Ça a permis, plus d'ailleurs à Bamako qu'à Dakar, pour des raisons, c'était plus petit, parce qu'il y avait déjà des relations plus fortes entre les parents, les étudiants, un écosystème plus porteur, puisque c'est, on va le voir, la technologie c'est bien, mais l'humain reste l'élément essentiel de sa gestion en réalité, et de la conduite du changement. Et donc voilà, donc aucun cas, on a repris quand même les cours qu'en octobre en réalité, hein, donc vous voyez que ça a été extrêmement long, avec une reprise quand même en présentiel pour les examens à partir du mois de juillet. Et quand on prend Bamako, avec ensuite le coup d'État et autres, on a quand même repris les cours en janvier 2021. Donc vous voyez que la route a été extrêmement longue, et depuis, le résultat, c'est deux choses simples. Des équipes qui ont appris à travailler à distance, moi aussi, hein, donc la preuve, je passe hier, je crois, j'étais 3 heures ou 4 heures en visioconférence avec différentes parties. Et puis, en même temps, aujourd'hui, on va le voir, en fait, une gigantesque opportunité. On a compris, et surtout les équipes ont compris qu'on avait du retard, en réalité. Et j'ai fait une conférence à Bamako il n'y a pas longtemps où un étudiant me disait « mais est-ce que ce n'est pas trop tôt l'e-learning ?» Et la question et puis la réponse était non, c'est bien trop tard. Après, évidemment, derrière cette question de e-learning, on a les débats que vous avez eus en France, la place du prof, etc. Mais quand on regarde les drivers, enfin les mutations en cours sur le continent africain, on n'a pas d'autre solution, ce qui, par contre, nous adresse le fait qu'on doit monter des systèmes qui répondent aux besoins et qui préservent effectivement de la qualité de service et qui garantissent un apprentissage de qualité. C'est possible, c'est ce qu'on essaie de faire. Et en fait, on lance, nous, dans un mois, un e-learning center avec plus d'une 60aine de certificats en ligne. Donc, en fait, on a converti cette contrainte et ce vécu d'une année, en réalité, en une opportunité qu'on va essayer de lancer comme un opérateur africain de e-learning. Et j'espère que, voilà, on est en plein dessus. Et je pense que d'ici un mois, vous devrez nous voir apparaître sur le marché avec des produits en ligne qui s'adressent aussi bien, d'ailleurs, d'abord à des professionnels et des étudiants, puisqu'un autre secteur impacté, qui a été notamment le niveau master, où en fait on est en cours du soir, et les couvre-feux, par exemple, hein, qui ont été maintenus, ont totalement impacté ce niveau-là. C'était plus facile de reprendre sur, je dirais, les niveaux bacheliers, mais les professionnels sont encore aujourd'hui impactés pour deux raisons. Bon, les transports urbains, c'est un, le couvre-feu dans les pays où il était maintenu, et puis si on prend Bamako, les questions de sécurité, évidemment, le soir. Merci beaucoup, Paul. C'était des exemples très, très clairs. Je vois que Charles a ouvert son micro. Donc, Charles, j'en profite. Je vous passe la parole. C'est très intéressant ce que disait Paul. Alors, moi, je veux juste donner un élément de contexte qui a été… on a une bonne partie de notre activité qui est la gestion de mobilité internationale, c'est-à-dire qu'on va accompagner des entreprises à gérer la mobilité de leurs salariés de manière physique. Et donc, quand fin mars, les frontières se sont fermées, on avait toute une partie de notre activité qui était, enfin, je veux dire, complètement gelée. C'est comme dans le tourisme. Hein, on a peut-être 70% des services qui se sont arrêtés sur cette activité-là. Donc, du coup, et j'en parlerai peut-être plus tard, mais on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu d'autre choix que de trouver une manière de continuer à faire notre travail, à apporter de la valeur aux entreprises, sachant que les gens ne pouvaient pas bouger. Donc ça, c'est en termes de service. Après, en termes de procédure interne, alors je pense que là, on partage tous ça. Il y a eu
en exemple d'usage développé par la crise. Moi, je trouve qu'il y a une accélération assez fulgurante des communications internes dans l'entreprise, avec des gens qui ne se parlaient pas beaucoup avant et qui se sont mis à échanger beaucoup plus. Donc, on a, au sein du groupe, on a mis en place des coms hebdo avec, alors on est 100, il y avait à peu près 200 personnes qui participaient. Et complètement ouverte, avec un chat qui était ouvert. C'est ce que je pense. J'ai du mal à imaginer aujourd'hui un groupe de 200 personnes qui se réunit dans une salle et puis tout le monde peut prendre la parole à n'importe quel moment. Et ça s'est très bien passé. Et puis, et même si je parle de l'Afrique, on est aujourd'hui sur 4 pays: Côte d'Ivoire, Maroc, Tunisie, Égypte. En fait, je me suis aperçu qu'il y avait des moments formels, des réunions organisées, animées par les managers, mais également beaucoup d'échanges informels qui se sont développés grâce aux usages de la visio. À la limite, c'était très, très fort, et je trouve que c'est un des apports assez intéressants, si on peut sortir des choses positives de cette situation. La deuxième chose, un autre usage concret, c'est que nous, on fait une partie de notre travail qui est basée sur des procédures administratives, notamment des autorisations de travail, des sujets, déclarations fiscales, des titres de séjour dans les pays où on est. Et en fait, après une période évidemment de 3-4 semaines, voire un peu plus, où tout a été un peu figé, j'ai été très, très surpris de l'accélération, de l'adaptabilité de certaines administrations. Notamment au Maroc, on a eu le cas, qui finalement, en 6 semaines, se sont mis à accepter des dossiers dématérialisés des différentes administrations, chose qui, enfin, je veux dire, on se serait projeté 6 mois avant, ça aurait été impensable, inimaginable. Et en fait, on a eu une espèce d'accélération là-dessus qui est… on s'est mis à pouvoir faire des demandes d'autorisation de travail en ligne, comme si on était au Canada ou au UK. Et je veux dire, si on s'était dit ça 2 mois avant, je pense que tout le monde aurait rigolé. Alors, c'est toujours des moyens un peu spécifiques, une adresse mail un peu alambiquée, des délais de réponse qui sont pas toujours très bons. Mais je trouve que ça, c'est un exemple de cas d'usage, d'adaptabilité qu'on trouve ici dans certains, enfin, en Afrique notamment, qui est assez intéressant. Alors, le revers de la médaille, c'est que quand tout s'est un peu réouvert, le e-dépôt a été annulé. Enfin, on va dire, il n'a plus lieu d'être. Mais il y a une adaptabilité assez forte, et c'est un cas d'usage qui nous a permis aussi de maintenir un certain niveau d'activité. C'est un cas d'usage qu'on n'a pas vu partout, quand même, en Afrique. Et Pierre, moi je suis les gens qui enlèvent leur micro, c'était pratique. Pierre, votre retour d'expérience? Non, mais je rebondissais sur le mot accélération, parce que c'est ce qu'on a vécu. Alors, juste pour comprendre ce que nous faisons, qui est une activité qui semble complètement banale maintenant partout dans le monde, mais qui n'existait quasiment pas en Afrique, c'est le FTTH. C'est quoi FTTH? C'est la fibre à la maison. J'imagine tous, vous avez votre raccordement Internet, votre box et votre accès Wi-Fi à 100 mégas, 400 mégas, 1 giga en Europe. C'est le cas déjà aux États-Unis, c'est le cas partout en Asie, c'est le cas en Amérique latine, et c'était pas le cas en Afrique. Donc, ça fait maintenant 5 ans que ce projet a été lancé par Vivendi, c'est de raccorder les foyers urbains des grandes métropoles subsahariennes à la fibre optique le plus possible et le plus rapidement possible. Il se trouve que nos premières activités ont démarré il y a plus de 3 ans au Gabon, à Libreville. Ensuite, on a déployé à Lomé, au Togo. Donc, vous voyez, obligatoirement les villes les plus connues. Nous sommes à Abidjan, nous sommes à Pointe-Noire, et je suis à Brazzaville, puisque le lancement du projet de l'ouverture commerciale de Canalbox, qui est la marque que nous vendons ici en Afrique, Canalbox très haut débit, est prévu pour la fin du mois d'avril. Donc, petit retour d'expérience, il y a 1 an. Donc, il y a 1 an, on était mars 2020, 2 réseaux de GVA étaient
a été institué à Kigali. Ça s'est passé tout début du mois de mars et juste avant le Covid, et à une époque où personne n'imaginait ce qui était en train de se préparer, et ni que les pays allaient être fermés, que les couvre-feux allaient être déclarés, que les autorisations de circulation allaient être très compliquées à obtenir. Donc le premier réflexe, quand tout ça est arrivé, et ça s'est passé juste après l'ouverture de notre réseau d'Abidjan et de notre réseau de Kigali. D'ailleurs, on a failli rester bloqué à Kigali pendant quelques mois. On a réussi à se rapatrier à la dernière seconde. Ça va être très compliqué et finalement, on va être gelé dans nos activités pendant un an, ou en tout cas jusqu'à la fin de la crise. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Oui, il y a eu beaucoup de problèmes opérationnels, oui, il y a des retards sur les commandes de matériel, les couvre-feux qui bloquent les équipes de déploiement, les installateurs qui doivent prendre des procédures de distanciation pour pouvoir faire les installations. Tout ça a été très... Et finalement, l'impact principal, c'est l'accélération de la compréhension du besoin de la connectivité. À partir du moment où les États ont commencé à décider que le travail était obligatoire, ça a été la même chose qu'en Europe. Au Rwanda, le pays était complètement fermé pendant presque un mois et demi. Les gens étaient enfermés chez eux, il n'y avait pas d'école. La seule solution, c'était d'avoir Internet. À Abidjan, la ville d'Abidjan était fermée. On pouvait circuler dans Abidjan, on n'avait pas le droit d'aller ailleurs, et toutes les administrations ont imposé le télétravail. À Lomé, on a eu la même problématique de fermeture de la ville, et à Libreville, c'est encore fermé aujourd'hui. J'y étais il y a 8 jours, c'est très compliqué de pouvoir circuler là-bas. Donc, quand on a dit tout ça, finalement, comment on fait pour continuer à travailler, comment on fait pour continuer à communiquer et puis à apprendre, il n'y a que Internet. Et donc, ça a accéléré, ça a boosté le besoin, et donc nos ventes ont explosé pendant toute cette période. Et aujourd'hui, on a plus de 500 000 foyers qui sont couverts en Afrique avec notre réseau FTTH GVA. Et le taux d'usage est exponentiel. En termes de bande passante, ça a fait x3, x4 par rapport à avant la crise. Donc, je pense que, et j'espère en tout cas, que cette prise de conscience du besoin numérique ne va pas s'arrêter avec la fin de cette crise, et que finalement, on va pouvoir aller beaucoup plus vite dans le raccordement de fibre optique du pays, qui a un vrai besoin. Il n'y a aucune raison, et ça c'était quand même un vrai problème pendant des années. On a fait croire qu'en Afrique, faire des télécoms c'était compliqué, déployer des réseaux c'était compliqué, que c'était trop cher, pas rentable. En fait, c'est faux, c'est complètement faux. La réalité économique et technologique est exactement la même qu'ailleurs dans le monde. Donc, il suffit juste de s'adapter un tout petit peu à son organisation, et nous, on y arrive très bien. Aujourd'hui, on a plus s'installer en Afrique dans nos filiales. La gestion se fait localement. Les relations avec les autorités sont idéales. Donc, vraiment, on n'a absolument pas à se plaindre de la période de Covid. On a même participé à des actions avec les autorités. Par exemple, la Côte d'Ivoire a fait un plan d'urgence de raccordement fibre optique. On a déployé 100 000 prix HomePass en quelques mois à la demande des autorités, puisqu'ils avaient imposé le télétravail. En Côte d'Ivoire, on a un accord maintenant, au Rwanda, on a un accord maintenant avec les autorités pour aller raccorder les fonctionnaires pour qu'ils puissent continuer à exercer leur mission, même en période de confinement. Donc, tous ces sujets-là étaient latents, étaient en l'air, étaient discutés dans des conférences, étaient échangés dans des rapports, mais concrètement, il ne se passait rien. Le Covid, ça a provoqué la prise de conscience et la mise en œuvre de tout ce que tout le monde voulait faire depuis longtemps. Donc, nous, on est très satisfaits de ça. Pas du Covid, mais de la prise de conscience. Et on espère que ça va continuer après la fin de la crise. Merci beaucoup, c'était très clair comme exemple, et on voit effectivement que les prises de conscience ont été un des éléments marquants de cette période. Alors Emmanuel, toi qui es dans la gestion de crise, je pense que tu as été gâté depuis un an, si j'ose dire. Écoute, oui et non. Enfin, je vais parler. Il y a un peu deux phases en fait. Il y a
Les retours d'expérience, on en a fait pas mal. On a commencé à faire du rétex au mois de mai dernier. On a des gros rétex en cours, par exemple en ce moment pour le groupe Carrefour dans le monde entier. On a fait le rétex de Le Sieur Cristal au Maroc, dans d'autres pays d'Afrique également. Donc, par ces retours d'expérience qui sont absolument nécessaires de la gestion de la crise, on s'aperçoit évidemment de la difficulté, enfin, quelle a été la place du digital, hein. Donc, je vais vous parler d'abord un petit peu de ce qui s'est passé chez mes clients et dans les grands groupes. Et puis après, dans mon métier à moi, qu'est-ce que ça a fait, comment ça a accéléré. Alors, c'est assez variable. Les gens de la distribution, par exemple, et en Afrique, c'était déjà en train d'arriver, enfin, ce phénomène qu'on appelle, je ne sais pas quel est le mot en français, mais Jean-Michel, tu vas savoir ça, le frog leap, enfin cette capacité en fait de faire un rebond technologique qui est finalement grâce au fait que les choses n'étaient pas installées et qu'il y avait un retard, l'Afrique a su rebondir en fait au-dessus des difficultés technologiques et finalement prendre de l'avance maintenant sur l'Europe ou les États-Unis. C'est un peu ce qui s'était passé avec les téléphones portables. Et là, sur le e-commerce, on s'aperçoit que, voilà, cette crise du Covid a généré d'immenses opportunités avec l'accélération à plus de 400% de chiffre d'affaires, de bascule en e-commerce chez mes différents clients. Donc ça, c'est assez fort et assez fou. La bascule aussi, je ne sais pas si vous en avez parlé dans la session précédente, du e-money, que ce soit Orange ou d'autres finalement prestataires ou enfin fournisseurs de gestion bancaire finalement grâce au téléphone, grâce au mobile, grâce au digital et de paiement en fait par le téléphone dans les différentes, enfin quels que soient les produits qu'on achète. Ça, il y a eu aussi un très très grand accélérateur en fait. Donc, et je rejoins ce que disait Charles, je pense, et Pierre également, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de latence de sujets dont on parlait, dont on discutait, ça serait bien si, etc. Et là, vraiment un tipping point, quoi. On a basculé dans la mise en œuvre. Et c'est là où je viens vous parler un petit peu de mon métier. Donc moi, j'ai 2 activités en gestion de crise, une activité à froid et une activité à chaud. Donc l'activité à froid, c'est préparation des entreprises, entraînement, simulation. Et bon, là, en Afrique, j'interviens essentiellement pour le domaine du oil and gas. Donc voilà, les gens de la distribution pétrolière, du raffinage, pas beaucoup en Afrique, mais ou de l'exploration, ont besoin, de par leur métier, d'être extrêmement sharp sur la gestion de crise, la gestion de crise opérationnelle, mais également la gestion de crise stratégique et la communication de la crise. Donc, dans leur structure, il y a une obligation de se former tous les ans, de s'entraîner, d'être complètement, j'ai envie de dire, au taquet sur la gestion de crise. Et là, du coup, en particulier pour l'Afrique, ça faisait quand même plusieurs années qu'on était en train de se dire comment est-ce que je peux éviter d'avoir des consultants qui font leur tournée, parce qu'il y a quand même, enfin, on intervient dans 27 pays d'Afrique, ça fait quand même beaucoup. Et moi, j'ai des gens qui sont obligés d'y aller avec leur petite valise. Alors pendant 10 jours, forcément, ils ne sont pas là. Et puis c'est quand même hyper fatigant de faire 2 jours au Mali, 2 jours en Guinée, on finit par la Côte d'Ivoire, on repart, et c'est très cher pour mes clients de payer les Africains, les hôtels qui sont quand même super chers en Afrique. Ils finissaient par, enfin, le coût du voyage était presque aussi cher, voire parfois plus, que le coût de nos fees en fait, de consulting pour aller faire ce job-là. Et donc, on était vraiment en réflexion de dire comment est-ce qu'on peut faire efficacement, mais avec toujours cette espèce de frein de se dire, bon, mais quand on forme les gens, en particulier en gestion de crise, on a besoin de les voir, quoi. En plus, ça crée, on se connaît bien, enfin, on a envie de se revoir, ça ne va pas être possible. Et en fait, là, on a été obligé de le rendre possible. Et on a trouvé des moyens.
de le rendre vivant, de le rendre faisable. Et même, ça nous a permis des tas d'innovations. Ça nous a permis, par exemple, je vais dire, c'est une petite anecdote, mais de pouvoir se dire, tiens, les fonctions en cellule de crise, alors vous n'êtes peut-être pas familier du métier, mais quand on ouvre une cellule de crise, en fonction, c'est la peine d'aller parler pendant 45 minutes du rôle de coordinateur de cellule de crise devant des gens qui ne sont pas coordinateurs de cellule de crise, mais c'est votre audience en fait dans la formation, puisqu'on a tous les membres de la cellule de crise. Et du coup, on a pu faire par exemple des webinaires de formation d'1 heure avec que les coordinateurs, du coup, de tous les pays d'Afrique en même temps. Donc, dans leur fonction, dans leur métier, changer les bonnes pratiques, etc. Et donc ça, c'était assez hyper flexible, très apprécié. On a pu rentrer en fait plus deep dans les sujets. Et pour ce qui est, je terminerai là-dessus, par exemple des exercices de crise où on se dit, mais comment on va faire pour le faire à distance? C'est déjà compliqué en présentiel puisqu'il faut qu'on joue tous les rôles des parties prenantes qui viennent attaquer en fait la cellule de crise avec les téléphones qui ne marchent pas bien, et donc, en fait, on a innové, on est passé de la simulation classique où on est en stress test fort, qui dure 4-5 heures, avec les coups de fil, etc., même les gens qui débarquent, qui sont en bas, etc., à un modèle assez différent que j'appelle le tabletop, qui est fait finalement sans stress, puisqu'il n'y a pas d'inject, il n'y a pas d'appel, mais on rentre dans la méthode. C'est-à-dire que là, les gens ont finalement découvert plus fortement l'utilité de la méthode puisqu'ils étaient sous stress, qu'ils avaient chacun un petit groupe avec un coach, donc 5-6 personnes en sous-groupe. Hein. La Zoom a très très bien fonctionné avec ce système de plénière et de sous-groupe et un apprentissage très différent, enfin finalement une exploration plus in-depth du métier, donc très très apprécié. Et cette possibilité aussi, ça nous a permis, si je vais encore sur l'idée de la vulgarisation ou de l'apprentissage, nous, on faisait des conférences à Paris, une conférence par mois avec un invité. Et grande frustration de nos amis au Moyen-Orient et en Afrique, disant nous, on ne peut jamais venir. Mais bon, c'était comme ça. Et là, aujourd'hui, on fait des webinaires à peu près toutes les 3 semaines. Et on a des gens du monde entier, quoi. C'est absolument génial. Du coup, de pouvoir partager, d'avoir des questions-réponses. Alors, on n'a plus le côté, on prend un café et puis on discute, mais en tout cas, on a cette ouverture au monde qui est tellement plus simple et finalement plus évidente. Donc, ça, c'est devenu assez génial. Et cette facilité, quand quelqu'un nous faisait un mail je sais pas, n'importe quoi, du Cameroun ou de Kinshasa, ou voilà, on se disait, bon, d'abord, c'est qui? Est-ce qu'on va s'engager, par exemple, en gestion de crise? Il m'est arrivé de gérer une crise, très, très grosse crise à Kinshasa, c'est vraiment un souvenir ému. Je ne connaissais pas la personne. Et moi, j'engage des moyens. Enfin, ça coûte quand même assez cher, la gestion de crise. Je me dis, mais est-ce que je vais payer? Enfin, est-ce que c'est qui? Enfin, des questions vraiment basiques. Et là, clac, on enclenche tout de suite une visio, sans se poser de questions finalement, et on a un feeling de qui c'est et de ce qu'il veut, etc. Et go, on y va parce qu'on sent qu'effectivement, d'abord, on comprend la problématique. On a eu la même chose avec l'Algérie aussi, il n'y a pas très très longtemps avec Civital. On comprend le truc, etc. On sent les gens, on se dit bon, on y va. Et ça, c'était beaucoup plus difficile avant, en fait. Et je trouve que voilà, c'est vraiment une facilitation, c'est devenu une habitude. Et en fait, on se voit plus qu'avant. Et ça, c'est assez marrant. Et puis, dernier point sur le métier, donc la gestion de crise à chaud. Donc là, dans les grandes entreprises, peut-être que chez Vivendi, vous voyez très bien de quoi je parle. Les autres entreprises, peut-être moins, parce que c'est quand même un luxe d'avoir un plan de crise, d'avoir été entraîné, d'avoir une cellule de crise. Il faut quand même être un grand groupe en général. La cellule de crise virtuelle, c'est un truc qu'on bricolait depuis des années en se disant, parce que le problème, il est nouveau, parce qu'on va avoir, quand on réunit une cellule de crise, votre DAF, il est à Salt Lake City,
votre Chief of Operation, il est à Genève, le troisième, il est à Londres. Donc, de toute façon, de facto, on a du mal à les mettre en salle de crise. Et puis, on avait cette problématique aussi opérationnelle d'avoir un site opérationnel, un site, une industrie ou par exemple un call center. Enfin, la crise arrive là-bas et le siège, le headquarter, il est ailleurs. Et donc, de toute façon, les gens ne sont pas en cellule de crise. Ils ne sont pas physiquement dans la salle de crise. Merci Et Manuel. là, Je vous propose de passer au deuxième temps parce que là, on explose les délais. Vous avez tous des bons exemples concrets et on a quand même 2 autres grandes thématiques à aborder et je vous demanderai tous des réponses un peu plus sharp et un peu plus courtes si nous voulons pouvoir aborder l'ensemble des sujets que nous souhaitions aborder. Là, on a vu effectivement les projets concrets tels qu'ils ont été lancés, mais je voudrais aussi qu'on s'interroge sur les difficultés opérationnelles que vous avez eu à rencontrer. Alors, quelles ont été ces difficultés? Enfin, voilà, vous allez nous dire que tout a été parfait, ce serait le cas, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés qui peuvent être d'ordre technologique, culturel, humaine, dans le déploiement de ces solutions digitales dont vous venez de nous parler? Qui veut commencer? Et si possible, 2-3 minutes max par intervention. Paul? Oui, rapidement. Alors, peut-être la mise en évidence de 2 choses que peut-être on va partager, qui est que sur les usages du digital, on s'est aperçu, et on ne l'avait peut-être pas mesuré comme cela, que d'une part, il y a une partie des acteurs, même s'ils utilisent beaucoup, on parle du smartphone, etc., mais par rapport aux usages professionnels, il y a un décalage qui est fort. Donc ça, c'est vrai du monde professionnel, mais c'est encore plus vrai du monde éducatif. Alors, vous l'avez perçu en France, mais en Afrique, il est peut-être encore plus marqué parce qu'on a un enseignement primaire et secondaire qui est resté sur un modèle de transmission unilatérale du savoir, c'est-à-dire qu'on est passif, totalement passif. Et en fait, on s'est rendu compte, je vous donne juste un exemple, on a essayé dans la crise en disant on va mettre des révisions du bac en ligne, on avait un accès avec un QR code en disant ça y est, on va faire un buzz avec ça, c'est génial. Ça a été une catastrophe, donc on s'est planté complètement parce que cet usage-là, donc les jeunes n'ont pas d'adresse mail, ne savent pas gérer. Et alors, ça a des conséquences plus profondes. D'une part, ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour acculturer, on pourrait dire, le numérique dans un usage professionnel. Et c'est vrai à tous les niveaux. Donc, c'est un vrai sujet pour la jeunesse et pour les professionnels. Donc, on ne passe pas de l'un à l'autre aussi facilement. Donc, il y a un fossé qui s'est creusé là et qu'il faut corriger si on veut que ce qu'on propose aujourd'hui, les usages en ligne, puissent fonctionner. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et ensuite, on s'aperçoit aussi que si on ne corrige pas ces éléments-là, je pense pour des jeunes, puisque moi, je suis dans la formation, eh bien, c'est une grande partie ce qui va conditionner aussi leur employabilité à la fin de leur formation. Donc, on a beaucoup trop surinvesti, ou on continue à surinvestir sur les connaissances et pas assez, effectivement, sur les outils, justement, collaboratifs, etc. Et donc, aujourd'hui, on a pris conscience que non seulement il fallait qu'ils sachent utiliser des outils collaboratifs, mais en fait, il faut les préparer au télétravail, ce qui est un autre enjeu qui n'est pas si simple. Donc, ça doit se faire aussi à l'école et peut-être même avant le baccalauréat. Et donc, vous avez vu les débats là-dessus. Ça, c'est un premier point. Deuxième problème dans notre secteur, évidemment, qui sont les professeurs et le monde académique. Et vous avez vu les résistances là aussi en France. Elles sont fortes aussi en Afrique, bien que, en réalité, quand même, et il faut le reconnaître et les remercier, les féliciter, c'est que les profs se sont adaptés. Et là aussi, là où il y a des réticences, c'est parce qu'il y a un défaut de pratique d'usage et qu'on met les gens en situation d'échec. Donc, ça veut dire que dans les 2 cas, cette transformation-là, où je dirais l'accélération qu'il y a, elle va être obligée d'être accompagnée en termes d'accompagnement RH, aussi bien sur nos clients, professionnels et étudiants, sur évidemment nos collaborateurs, qui, on a bien vu que certains décrochés ou encore aujourd'hui se sentent en situation d'échec si on accélère, si on va trop vite. Et puis, évidemment, sur le monde académique. Par contre, une fois qu'on a fait ça, et quand on regarde les défis africains et justement l'espace francophone, ne serait-ce que cela, évidemment, la contrainte de déplacement encore actuelle, etc., fait que aujourd'hui, quelqu'un peut passer, qui est au Gabon, peut suivre un MBA à Dakar. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et tous les acteurs n'ont pas encore perçu cette possibilité-là. C'est-à-dire que
le marché ou les possibilités du numérique restent encore à découvrir pour un certain nombre d'entre eux, et avec les contraintes dont Pierre a parlé sur la connectivité, évidemment, sur les usages dans les entreprises. Je pense que la réponse et la capacité d'adaptation, moi, de l'Afrique, m'a quand même largement surprise dans le bon sens. Je pense que si j'y suis, c'est parce que j'en étais convaincu, certainement. Mais quand même, je pense qu'on a eu moins de contraintes administratives et de problèmes, même de syndicats ou de résistance. On a des contraintes normales de transformation. Hein. Il y a de la transformation en rythme rapide, mais une capacité d'adaptation des gens assez extraordinaire. Merci beaucoup, Paul, c'est très clair. Les autres intervenants, même constat ou d'autres difficultés ou freins rencontrés? Ouais, moi je veux bien rebondir sur l'intervention, puisque peut-être, étant donné qu'on est mass market sur notre activité des FTTH, un peu moins concentré sur les entreprises, mais beaucoup plus sur les particuliers, les résidentiels, la population, ce qu'on a pu noter, c'est plusieurs choses. D'abord, il y a quand même alors on est un peu de l'autre côté de la barrière, puisqu'on est le fournisseur, donc s'il doit y avoir des difficultés, c'est peut-être à nous de les régler. Mais le postulat de départ quand même, en tout cas, c'est là-dessus qu'on a basé tout notre projet, c'est que l'objectif, c'est que tous les foyers africains, comme on l'a fait en France, comme on l'a fait ailleurs en Europe, tous les foyers africains doivent avoir une connexion Internet qui fonctionne avec un tarif abordable et avec une qualité de service normale. Voilà. Si on part de ce postulat-là, il y a beaucoup de choses à faire. On peut aussi avoir un autre avis et considérer que c'est pas utile d'avoir Internet en Afrique. Nous, on est sur cette stratégie-là qui est de déployer le plus possible, le plus loin possible et à moins cher possible le service. Donc, une fois qu'on prend en compte ce postulat, c'est tous les problèmes qui sont autour pour pouvoir mettre en œuvre cet objectif. Et si on parle de sujets très pragmatique, très opérationnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, le problème de la plupart des pays d'Afrique, c'est la connectivité Internet, la bande passante internationale. C'est le prix que coûte la data qui arrive sur le continent. Alors, c'est plus ou moins cher, c'est plus ou moins compliqué, il y a plus ou moins de redondance. Toutes les situations existent et sont assez variables d'un pays à l'autre. Ceux qui sont sur les côtes, évidemment, sont plus avantagés que ceux qui sont à l'intérieur. Mais finalement, c'est que de la technologie, c'est que de l'investissement, c'est que de la volonté entrepreneuriale et des entreprises de construire les bons réseaux qui amèneront les bons tuyaux. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a des câbles sous-marins à peu près partout. Il y a des backbones à peu près partout. Simplement, ça reste très cher et parfois assez compliqué d'aller raccorder certaines villes. Donc ça, c'est vraiment le premier problème technique auquel nous, on est confrontés tous les jours. Hein. Et si par exemple, n'arrive pas jusqu'à vous dans le micro, il y a très bon. Alors Pierre, on est en train de vous perdre. On travaille pour la Kinshasa 3 jours, c'est bien pire. J'ai bien fait la conférence Kinshasa. Pierre, je suis désolé, mais... voilà, c'est bien ce que je dis. C'était un exemple. Est-ce que vous pourriez couper l'image vous concerne... Alors, ça revient, mais votre réseau est très faible. Est-ce que vous pourriez couper l'image? Je pense que ça pourrait améliorer la solution. Mais là, on parle des difficultés. Ben voilà. C'était fait exprès. Alors, exactement, c'est pas fait exprès, Jean-Michel, mais c'est exactement le problème qu'on a, c'est la bande passante internationale, la connectivité. Si vous m'entendez maintenant, je continue avec mon deuxième point qui est plus pour la prospective. Une fois qu'on a mis les réseaux, une fois qu'on a construit la fibre optique, une fois que tout le monde est raccordé, il y a quand même un deuxième sujet pour l'avenir, et ça, c'est vraiment du développement pour les jeunes générations et pour la création d'emplois et pour le développement économique, c'est les usages. Et aujourd'hui, on est vraiment au début de toutes les réflexions sur comment on peut utiliser ces outils en Afrique, et notamment pour les jeunes. Les usages, c'est pas seulement de regarder Netflix. Évidemment, Netflix, c'est un succès phénoménal à travers le monde, mais c'est un grand succès aussi en Afrique. Hein. Énormément de clients africains regardent Netflix. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le numérique? Et tout ça, c'est très naissant. Et bon, nous, on amène le tuyau. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent en faire,
il y a beaucoup de choses à faire et vous parlez de difficultés, c'est plus une question de projection et de se donner un petit peu la volonté d'utiliser ces outils. Aujourd'hui, quand on parle de start-up, on pense Silicon Valley, on pense Le Sentier. Pourquoi pas demain Kinshasa ou Brazzaville? Il n'y a aucune raison à partir du moment où vous avez la connexion Internet. Donc voilà, donc c'est les vrais enjeux des années à venir, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette bande passante, qu'est-ce qu'on va faire avec cette connexion Internet et comment ça peut développer le continent. Merci Pierre. De toute façon, effectivement, c'est la base sur le numérique. Emmanuel, Charles, Emmanuel? Oui, alors je vais être très rapide. Hein. Voilà, j'ai 3 points principaux sur les freins. Un premier point, dans cette bascule en gestion de crise de l'année dernière, il y a un certain nombre de processus qui ont été mis en place en urgence, enfin je vais dire à l'arrache un peu, voilà. Et malheureusement, la crise a duré, ça fait 1 an et c'est pas fini. Et ce qu'on voit, c'est que justement, ces processus ont une certaine faiblesse, mais personne a encore, enfin souvent, pris le temps de s'arrêter, de les regarder, de les renforcer, de les améliorer, de voir où sont les points faibles, de les rendre plus fluides. Et donc, à cause de ça, les gens commencent à être vraiment, dans un certain nombre d'instances, extrêmement fatigués. Donc, ça, c'est vraiment un point, un problème que je vois aujourd'hui. Les 2 autres points concernent le management. On a vu immédiatement pointer du nez un manque de confiance en fait, entre le top management et les employés qui ont été mis en télétravail, même si tout a été fait pour les mettre bien en télétravail, etc., de façon hétérogène selon les pays, mais en tout cas, voilà. On entend encore aujourd'hui, il est temps qu'ils reviennent au bureau parce que, en gros, ils ne font pas grand-chose, ils font des lessives et ils s'occupent des gamins et on n'est pas tellement sûr qu'ils travaillent. Avec un micromanagement terrible, au point où, moi j'ai vu des boîtes que je ne citerai pas, où ils vérifient les connexions des gens pour être sûrs qu'ils ont bossé. Emmanuel, est-ce que vous notez des différences selon les pays? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez partout en Afrique ou il y a des pays plus que d'autres? On ne cite pas les entreprises, mais on peut citer des zones géographiques. Oui, effectivement. Bah, écoute, en fait, curieusement, je trouve que le management a été plus violent en Afrique du Nord versus voilà, Côte d'Ivoire, Sénégal, même Kenya. Après, il y a une différence assez forte entre les pays à culture anglo-saxonne et culture française. Entre un Ghana et un Gabon, ça ne se passe pas du tout de la même manière, en fait. Moi, je trouve qu'au Ghana, j'ai eu quelques exemples. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être juste ces clients-là, mais remarquables. Une capacité de montrer de l'empathie digitalement, ce qui est quand même compliqué, d'être au plus près du terrain, etc., d'exemplarité du top management, alors qu'au Maghreb, j'ai vu des patrons qui obligeaient les gens, enfin il y a une grande différence entre les gens qui étaient derrière leurs écrans, les cadres, etc., et les gens à qui on disait, bah non, tu dois être sur le terrain parce qu'il faut qu'on produise, il faut qu'on livre, etc., donc qui étaient auprès du feu, et avec un encadrement qui n'y allait jamais, alors qu'en Afrique, j'ai envie de dire plus centrale, ou subsaharienne, en tout cas, on avait des managers qui étaient là, qui étaient devant et pas derrière leur écran. Donc ça a été une différence majeure, si je puis dire. Et puis juste mon troisième point, mais il est un peu lié, hein, c'est le digital peut avoir un côté extrêmement violent de l'écrit. À partir du moment où on se voit dans un couloir, on se dit les choses en fait, et on démine un petit peu en permanence. Si on ne le fait plus et on ne prend pas le soin, on ne prend pas le temps, c'est beaucoup plus compliqué de prendre le temps de faire une visio. Enfin, on ne va pas faire une visio avec son boss et le déranger au milieu du truc. D'ailleurs, on voit son agenda, il est de 9 à 10, de 10 à 11, de 11 à 12. Où est-ce que je fais une visio en fait avec mon boss alors que je peux le croiser dans un couloir? Une très grande violence de choses qui étaient dites par des mots écrits. Un email, ça peut être très violent, même un WhatsApp, un truc comme ça. Et en fait, une transmission du stress des patrons directement en fait dans toute la chaîne de commandement. Et puis les gens, ils étaient déjà très angoissés, enfin voilà, ils essayaient de faire bien, et ils se prenaient des grandes claques dans la figure. Donc voilà un peu les freins du digital que j'ai remarqué.
Merci, Michel. Charles? Oui, C'est bon. c'est bon. Ouais. Je vais essayer de répondre rapidement. Je ferai peut-être de la transition vers le point d'après, si vous voulez, parce que je trouve que c'est très lié. Alors, c'est très intéressant ce que disait Emmanuel juste avant. C'est que, en fait, je pense qu'on a un sujet quand même, en tout cas, alors parlons de l'Afrique du Nord déjà, c'est que culturellement, le télétravail n'existait pas. Ou extrêmement peu. C'est comme le temps, les gens qui sont au 4/5e ou 3/5e, ça n'existe quasiment pas dans les contrats de travail. Et en fait, du coup, il y a eu plus personne du jour au lendemain, tout le monde était obligé de le faire, mais les gens n'étaient pas prêts en fait à le faire. Alors que j'imagine que le télétravail, la généralisation dans les pays nordiques de l'Europe, au nord de l'Europe, ça s'est fait de manière beaucoup plus simple. Du coup, si on regarde, si on dit, donc ça a été un niveau de complexité fort parce qu'on a un système souvent de management très patriarcal où il faut voir les gens, si je ne le vois pas, il ne travaille pas. Si je ne suis pas derrière, s'il n'est pas devant moi, je ne lui parle pas. Et donc ça, il y a eu une espèce de marche à franchir et on l'a vu, moi je l'ai vu chez des clients, mais on l'a vu aussi de manière plus proche avec certaines équipes. Et en fait, du coup, par rapport à peut-être la suite, qu'est-ce qui va se passer dans les mois ou années à venir, je pense que le critère, et alors Pierre avait soulevé un point très intéressant tout à l'heure en disant, mais finalement, est-ce que l'Afrique ne peut pas tirer une opportunité de cette généralisation du travail à distance en parlant de start-up, etc. Nous, on travaille sur un projet là-dessus. Notre métier, c'est de déplacer les gens au-delà des frontières, sauf que quand les frontières sont fermées, qu'on ne peut pas bouger, eh ben, on repense notre modèle en disant mais comment on fait travailler, on met à disposition des talents pour les entreprises, quand bien même au-delà des frontières. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on organise du travail remote, on organise on travaille, on a des réflexions sur des sujets de faire des centres de freelance pour des startups européennes, par exemple. Et un des éléments importants par rapport aux freins qu'on a pu rencontrer, je pense, c'est que demain, on a besoin de repenser aussi le mode d'évaluation de candidats ou de personnes qu'on va recruter, et que la capacité à travailler ou à manager à distance devient, pour moi, un critère essentiel dans l'évaluation, parce qu'on fait du recrutement et je peux vous dire que ça, c'est un sujet parmi, je ne sais pas si c'est un hard skill, soft skill, peu importe, mais en tout cas, c'est un key skill pour demain. Et donc, comment on évalue finalement quand on a des candidats et qu'on est dans les derniers rounds, si c'est un manager, comment on va évaluer sa capacité à être capable d'animer une équipe, d'embarquer une équipe, de la suivre à distance, de leur donner la confiance qu'il faut, mais en même temps de pouvoir les aider à travailler dans des bonnes conditions. Merci Charles et merci d'avoir introduit le dernier thème. Vous allez avoir 1 minute chacun, donc là il faudra être concis pour les 3 derniers intervenants parce qu'on s'engage à respecter l'horaire. Voilà, est-ce que d'après vous, c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce qu'on va avoir un retour en arrière ou est-ce que vous considérez que on a pris un pli via le numérique et le digital sur lequel on ne reviendra pas? Qui veut se lancer pour cette dernière minute de conclusion pour chacun d'entre vous? Oula, personne ne veut le faire maintenant. Emmanuel. Si tu veux. Alors, la minute. Je pense que là, il est nécessaire absolument si on veut entériner les choses de façon confortable, parce que, comme je disais, si les process n'ont été pas faits un peu à l'arrache, il est nécessaire aussi de capturer l'émotion. Enfin, c'est le moment de faire un retour d'expérience sur la façon dont on a conduit tout ça pour être certain qu'on capture les leçons et on entérine les choses de façon, en ayant bien tout pris en compte et en dérisquant en fait la démarche. Donc voilà. Sinon, je pense que globalement, sur pas mal de choses concrètes, technologiques, il n'y aura pas de retour en arrière. Par exemple, le Carrefour a décidé qu'il n'y avait plus de catalogue papier dans plein de pays. Ça, je pense qu'ils n'y reviendront jamais. Là où je suis un peu plus inquiète,
c'est sur la question managériale de la confiance. Et j'ai peur que dans certaines institutions, certains pays, cette flexibilité, elle ne soit pas gagnée pour toujours. C'est un vrai sujet. Paul ou Pierre? Oui, juste un point, je rebondis tout de suite sur ce que vient de dire Emmanuel, tout à fait d'accord, et ce qui a été dit par Charles avant. On a un problème de mettre en place aujourd'hui des tableaux de bord pour suivre un certain nombre d'activités, donc créer des éléments de confiance aussi entre les gens. C'est pas simple parce que pour beaucoup, c'est une nouvelle culture. Sur cette phase de transition, en fait, en réalité, on est obligé de faire des mix, c'est-à-dire qu'il faut quand même que les gens se voient. Mais par contre, il y a une grande découverte, et ça rejoint vos observations, c'est on mutualise en réalité, puisque avant, j'aurais peut-être monté même des fonctions au niveau de Takafa à Abidjan. En réalité, aujourd'hui, je m'appuie sur une compétence qui est dans une des filiales qui travaille pour l'ensemble. Donc ça fonctionne. Ma plus grande inquiétude, c'est aujourd'hui, et je suis convaincu de l'accélération, il n'y a pas de retour en arrière possible. Par contre, le système scolaire, je reviens dessus, est encore plus inadapté. C'est-à-dire que aussi bien dans l'enseignement secondaire que supérieur, public ou même privé, on a un décalage qui va s'accroître très fortement. Alors, du coup, nous, on le voit comme une opportunité de marché, mais elle ne se concrétise pas si facilement que ça, puisque ça demande des investissements. Et l'autre, quand même, peut-être revers de la crise, c'est qu'on a eu quand même de la part, en termes d'alimentation, je dirais, et de capacité d'investissement, tout le monde était sur le frein l'année dernière et y est encore un peu en nous demandant de prévoir ce qui est imprévisible, quels vont être. Alors, je sais pas, vous avez tous fait les forecasts dans tous les sens, pour savoir où est-ce qu'on allait atterrir et comment. Et ça, c'est une vraie question, puisque si on veut sortir et convertir cette opportunité, eh ben, il faut quand même mettre la main au porte-monnaie pour arriver donc à accompagner ces changements et les accélérer. Voilà. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus et un comportement de l'autre côté, d'actionnaires ou de banques, encore extrêmement frileux et donc qui va beaucoup plus retarder en réalité cet ajustement. Merci Paul. Et Pierre, le mot de la fin. Pierre, vous êtes encore avec nous? Pierre, il faut vous démuter. Oui, je suis là. C'est bon. Je suis là. L'avenir pour nous, c'est très simple. On a un plan de marche qui est de déployer des réseaux de fibre optique partout. Donc, l'objectif étant d'arriver à près d'1 million de foyers couverts l'année dernière, l'année prochaine, et 5 millions dans les 5 ans. Voilà, donc on sait très bien ce qu'on a à faire, maintenant il faut le faire. Et en espérant que tout ça sera très utile au développement de tous nos pays. Voilà, prochaine cible, Kinshasa, Ouagadougou, Kampala. Ça fait rêver. Super, non, c'est des vrais enjeux. Et puis ça concerne des dizaines de millions de personnes. Merci beaucoup Pierre. Je veux qu'on remercie chacun de nos intervenants parce que leur exemple était concret. C'était aussi quelque chose qu'on appréciait comme la semaine dernière. On était vraiment sur des cas très concrets et qui montrent qu'il y a eu déjà beaucoup de choses ces 12 derniers mois, mais qu'on n'est qu'au début de l'histoire et que ça va encore sûrement aller loin. Merci à tous pour votre participation. Étienne, Sandrine, s'il n'y a pas de mot de la fin, je propose que nous levions la séance. On a respecté l'horaire. Bravo pour le minutage et puis au revoir à tous et joyeuse Pâques. Ouais. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques.